on parle là de tous ces éléments techniques, de comment devenir un technicien du copywriting. Une chose qui est différente avec toi de pas mal de gens que j'ai eu sur le podcast, c'est que toi, euh, tu as appris ça d'une manière différente. Donc, tu as fait des études d'abord là-dessus. Tu as travaillé au départ dans des domaines qui n'étaient pas nécessairement le web. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, comment est-ce que ces recettes-là, ces concepts-là, tu les as appréhendés pour la première fois? Ouais, alors moi en fait j'ai un parcours où donc effectivement j'ai fait des études de communication. Donc je me suis spécialisé, j'ai fait un an de spécialisation en conception rédaction, donc qui est le terme français pour copywriter, concepteur rédacteur. Et j'ai fait un an de spécialisation donc, et après j'ai travaillé donc pendant 15 ans en tout dans le domaine du marketing direct. Donc j'ai fait 3 ans chez l'annonceur et 12 ans en agence de marketing direct. Et moi la façon dont j'ai appris vraiment le métier, c'est sur le terrain. J'étais au contact direct avec donc mon patron qui était concepteur-rédacteur lui-même quand j'étais en agence de marketing. Et lui, donc, il m'a appris vraiment les techniques de promotion des ventes, puisqu'on parle de vente, puisque le copywriting appliqué au marketing direct, c'est vraiment le but, c'est de vendre. Donc, ce qui est bien avec le marketing direct, c'est que tout est testable. Tout est testable et tout est testé. On peut tester le même envoi. Donc, moi, je travaillais beaucoup sur le print. Donc, les envois papier, les mailings papier qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, ou qu'on recevait en tout cas. Et souvent, ce qui se passait, c'est qu'on testait un élément, un flyer, par exemple, qui changeait dans l'envoi. Tu avais la lettre qui était la même, le document cadeau, la loterie, et tu avais un document qui changeait, qui était le flyer, par exemple, les frais de port à 0 €. Et comme ça, tu peux tout chiffrer. Et ce qui est bien, c'est que tu peux mesurer directement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc c'est pas le ressenti. Souvent d'ailleurs c'était même assez bluffant parce que tu peux avoir un ressenti de dire ah je suis sûr que cette loterie elle va marcher, je suis sûr que cette mécanique promotionnelle elle va marcher, et tu t'aperçois qu'il y a quelque chose de basique à côté auquel tu n'aurais pas vraiment prêté d'attention, et c'est ça qui va cartonner. Donc il y a toujours un côté un peu mystérieux, et c'est ça qui est super, c'est que tu n'es jamais sûr à l'avance. Et il y a une espèce de... Il faut pas trop se fier à son feeling en fait, j'ai envie de dire. Parce que des fois, ça nous trompe, le feeling. On est un peu biaisé nous-mêmes. Et nous-mêmes, on n'est pas la personne à qui on écrit en plus. Donc, on va pas forcément réagir de la même façon. Et donc, c'est pour ça que de tester des choses... Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple avec les A/B tests. Par exemple, sur une page de vente où tu peux faire 2 pages de vente, tu les mets en place assez facilement par rapport à la lourdeur, entre guillemets, de tout un process papier. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu peux tester un pop-up, tu peux tester une landing page, tu peux tester une page de vente, tu peux tester une séquence email et comparer tout de suite, voir ce qui marche. Tester un objet, même un objet d'email qui est différent et le reste de l'email est le même. Donc ça, c'est vraiment aussi une recommandation que je fais, c'est quand on hésite, on n'est pas sûr, bah, il faut tester, quoi. Et d'ailleurs, il faut tester, c'est vraiment la base. Un des problèmes que les gens ont à ce niveau, c'est de ne pas avoir d'échantillons suffisants qui soient significatifs en termes Ouais, je de comprends. volume pour pouvoir tester. Quel conseil est-ce qu'on peut donner aux gens là-dessus? Moi, un des éléments que je donne le plus, c'est que parfois les gens essayent de tester quelque chose qui va être trop en profondeur dans le tunnel. Et donc, si tu essaies de tester vraiment ta page de vente, le problème, c'est qu'il va te falloir potentiellement 100 ventes en tout et potentiellement sur chaque version pour vraiment pouvoir avoir une différence. Et il y a des gens qui n'ont pas ce volume. Mais par contre, tu parlais tout à l'heure de tester le sujet d'un email. Moi, c'est un truc que je fais pas mal. Parce que pour le coup, le sujet d'un email, c'est typiquement le genre de truc où tu peux hésiter entre 2, 3 sujets et ça coûte rien de le tester dans un outil d'envoi d'email. Et tu vois souvent des différences qui sont significatives. Mais en fait, si tu réalises ça, avec le sujet de ton email, très haut dans le tunnel, tu peux commencer à tester et forcément, tu as beaucoup plus de gens, puisqu'ici, la conversion, c'est de cliquer sur l'email. Tu as beaucoup plus de conversions, c'est beaucoup plus facile d'avoir des milliers de clics sur chaque titre et donc d'avoir un résultat. Et tu peux tester une formulation ou tu peux tester un angle différent. Et dans ce cas-là, la deuxième erreur que font les gens aussi, c'est de tester des trucs qui sont trop similaires. Donc, si tu testes 2 sujets, mais les 2 sont presque les mêmes, bah, il va falloir énormément de volume pour tester une différence. Mais si tu testes un sujet qui a une proposition de valeur, par exemple, vraiment axée sur le bénéfice, et un sujet alternatif qui a une proposition de valeur vraiment axée sur le problème ou le coût de l'inaction ou toutes les conséquences négatives de ne pas agir, ou d'un coup, tu as testé, OK, qu'est-ce qui accroche le plus l'attention des gens? Leur parler de leurs problèmes ou leur parler de la solution? Et tout d'un coup, tu as un vrai point de données qui peut être injecté plus tard. Et je pense que parfois, il faut avoir
il faut être prêt à te baser sur des données qui ne sont pas les données ultimes, c'est-à-dire que tu ne peux pas toujours mesurer quel titre exact va faire plus de ventes, sauf si tu as un volume énorme. Mais par contre, tu peux tester un certain nombre d'éléments en termes d'expression. Et tu as mentionné tout à l'heure les pop-up. Les pop-up, c'est un truc qui se teste super bien parce qu'ils vont avoir énormément d'impressions. Et il y a une conversion qui est très claire. Il va y avoir quand même pas mal de conversions sur ton pop-up, donc tu peux vraiment voir la différence. Et tu peux tester 2 appels à action très différents sur un même lead magnet. Et tu auras la réponse dans 30 jours, quel devrait être le titre de ton lead magnet. Et ça, c'est assez puissant, surtout en entrée du tunnel, si tu n'as pas encore énormément de volume. Ouais, tout à fait. Alors, tu as raison, c'est que il faut pas tester des choses qui soient trop profondément situées dans le tunnel. Parce que si dès l'entrée du tunnel, c'est pas bon au niveau de la conversion, tout le reste, ça sera pas représentatif. Donc, de tester des objets d'email, effectivement, c'est quelque chose qui est facilement applicable et qui est super parce que c'est en amont, c'est très en amont du tunnel de vente. Un truc qui, moi, me fait très envie, qui n'est pas encore sorti, mais qui a été annoncé, c'est qu'apparemment, YouTube va permettre de split-tester les titres et les miniatures de vidéo. Et ça va être énorme parce que les impressions que tu as sur une miniature de vidéo et sur un titre, c'est colossal. Et là, tu pourras tester plein de trucs. Et en fait, moi, j'ai déjà, d'une certaine manière, une expérience de ce type-là. En fait, j'ai une deuxième chaîne qui est la chaîne Podcast Marketing Mania, sur laquelle je poste d'ailleurs des extraits de ce podcast. Et on poste un extrait par jour, en fait, avec un titre différent. Et c'est un truc qui a un intérêt en termes de stratégie, de contenu qui est là. Et c'est aussi un truc qui est un laboratoire de quels sont les sujets que les gens ont envie de voir. Puisque comme on poste un extrait par jour, on n'est pas trop sélectif sur les sujets. Donc, dès qu'on trouve un truc intéressant, on le poste. Donc, dès qu'il y a une partie intéressante dans le podcast, on va le poster sur la chaîne. Mais du coup, on peut revenir et voir les extraits qui ont fait 2 ou 3 fois plus de vues que les autres et se dire, OK, là, il y a peut-être du contenu qui est intéressant. Et est-ce que c'est une expérience tu vois, ultra rigoureuse, de scientifique, de dire qu'est-ce qui intéresse les gens? Non, parce que forcément, on va potentiellement appliquer cet insight sur un canal différent de celui sur lequel on l'a récolté à l'origine. Mais je pense que ça suffit pour, en tout cas, mettre à l'épreuve ou récolter de la donnée supplémentaire sur ce qui intéresse les gens. C'est une des raisons pour laquelle je conseille souvent aux gens de commencer à faire leur contenu avant d'essayer de créer une formation, par exemple, ou un produit. C'est que ça va vraiment te dire ce sur quoi les gens cliquent et c'est pas forcément ce à quoi tu penses. Ouais, c'est souvent surprenant même. J'ai envie de dire, des fois, toi, tu es persuadé que les gens auraient plutôt cliqué sur un genre de contenu et au final, tu t'aperçois que c'est pas le cas, quoi. Donc, et c'est tout l'intérêt aussi de co-construire des choses avec les gens, puisque moi, j'aime bien cette approche de lean marketing où tu construis, tu coécris, par exemple, une formation ou un contenu en fonction de ce que tu récoltes des attentes des personnes. Et ça permet aussi de ne pas te planter quand tu livres, au final, quand tu as travaillé 6 mois en collaboration étroite avec des personnes qui sont vraiment ton avatar, au final, tu es sûr d'avoir un produit, d'avoir quelque chose qui va répondre à leurs attentes, quoi. Parce que tu connais un peu le syndrome de l'entrepreneur qui est dans sa tour d'ivoire, qui va s'isoler pendant 6 mois, qui va sortir quelque chose dont il est convaincu que ça va marcher parce qu'il y croit. Ouais, mais lui, il y croit, mais peut-être qu'en face, ça répond pas à un vrai besoin, quoi. Et si t'as pas identifié le vrai besoin et que tu t'y réponds pas, tu tapes à côté et ta formation ou ton produit ne marchera pas. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.